le déclin d'un monde, ça c'est un peu ce dont enfin c'est le titre de votre livre, mais c'est ce dont on vient de parler, en fait, la chute de l'Europe et de la France. Vers quel monde on va, en fait, d'après vous? Qu'est-ce qui va remplacer ces démocraties alors, j'aime pas le mot libéral parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus dans une démocratie libérale en France. Mais ces démocraties où, malgré tout, on a une grande liberté, qu'est-ce qui va les remplacer? Vers quoi on va Alors, moi, je vois deux choses, qui sont deux choses qui existent déjà et dont il est probable que ça aille en s'amplifiant. C'est à la fois un contrôle technologique par la technique, ça on le voit en Chine avec le système de crédit social chinois, par exemple. Donc un contrôle de l'homme par la machine, par la reconnaissance faciale, par des passes divers et variés. On a le pass sanitaire, mais on peut en avoir beaucoup d'autres. Il y aura probablement un jour un pass écologique, carbone. Un pass carbone, par exemple. Ça, c'est très simple à mettre en place. Donc, d'un côté, un contrôle par la haute technologie, ce qui ne peut fonctionner que si on a de l'électricité. Hein. Donc, par ailleurs, s'il y a des pénuries d'électricité, on est sauvé en quelque sorte. On n'aura pas ce genre de choses. Et une sorte de délitement par le bas, par la montée d'une nouvelle criminalité ou d'une criminalité beaucoup plus internationalisée. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse grandement et j'y consacre une grande partie dans l'ouvrage. Ce sont les liens criminels internationaux. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la criminalité sans une vision mondiale du sujet. Alors, vous avez évidemment les voleurs à la sauvette qu'on a dans les grandes villes qui peuvent venir d'un pays ou d'un autre. Mais ça, c'est pas vraiment le sujet. Ça, c'est la petite criminalité. C'est très pénible, mais ça reste localisé. En revanche, on voit l'association des mafias et des systèmes criminels. Je pense concrètement au système criminel du Nigeria avec les mafias italiennes, qui là sont redoutables. C'est-à-dire que c'est de la traite humaine depuis l'Afrique jusqu'en Europe en passant par la Libye. Ça rapporte beaucoup d'argent. Je cite un rapport d'Interpol. Alors, je ne retiens jamais les chiffres, donc si je donne le chiffre, il va être faux. Mais enfin, ça se chiffre en plusieurs millions de dollars. Hein. C'est extrêmement lucratif. Et en plus, si on se débrouille bien, on peut faire passer ça pour de l'humanitaire ou enfin se débrouiller pour que ça se fasse mieux que de la vente de drogue ou autre. Donc, trafic d'êtres humains, prostitution, le tout dans une ambiance vaudou animiste extrêmement violente. Quand j'ai préparé l'ouvrage, j'ai beaucoup feuilleté la PQR, la presse quotidienne régionale, parce qu'on a énormément d'informations sur ce qui se passe au niveau local. Et on a eu plusieurs cas, notamment à Lyon et à Paris, de réseaux nigérians de prostitution qui ont été démantelés, avec à chaque fois le même principe. Ce sont des réseaux qui sont tenus par des femmes, donc des femmes qui asservissent d'autres femmes, et qui le font avec un cadre animiste violent, donc sorcellerie, usage d'amulettes, et si une femme ne correspond pas ou essaie de s'évader, on pique son amulette et on fait appel aux esprits et aux sorciers. Donc ça crée une ambiance extrêmement pesante pour les personnes qui sont complètement tenues. Et on voit apparaître en France de plus en plus de crimes vaudous ou de crimes autour de ces nouvelles religiosités, qui sont des crimes très violents et qui sont en expansion. Alors même sans parler des crimes, enfin on est sur des retours en arrière, mais oui. Mais moi quand j'étais jeune, mais le vaudou quand j'étais jeune, mais qu'est-ce que ça pouvait, enfin tout le monde trouvait ça ridicule, quoi. Ah oui, c'est ridicule, mais c'est en pleine expansion. Et je lisais aujourd'hui justement des articles de presse où on expliquait que les dieux grecs revenaient à l'honneur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des sacrifices aux dieux grecs, des gens en France qui font des sacrifices, et c'est même une mode sur TikTok. Les gens font des sacrifices aux dieux grecs. Alors, pas des sacrifices humains, des sacrifices comme on en faisait. Se dire qu'on en revient au polythéisme et aux dieux grecs et au vaudou, mais quel retour en arrière de notre société, quoi. Passer du nucléaire au vaudou, enfin. C'est très curieux, c'est un mélange de haute technologie et d'archaïsme le plus primaire. Et il y a, alors, on l'a vu avec l'affaire Pogba, qui a fait sourire, mais qui est un vrai sujet. Des gens hautement insérés dans la société et qui ont compagnon sur rue. Il y a d'autres cas, il y a le meurtre de la petite Lola, il faudrait avoir des éléments, mais
il est possible, hein, je mets le conditionnel parce que je n'ai pas encore tous les éléments, mais ça pourrait s'inscrire dans ce genre de choses aussi, avec les réserves de prudence, hein, il faut que l'enquête aboutisse. Mais il y a eu d'autres crimes et meurtres qui, là, sont clairement identifiés, avec des gens qui tuent d'autres personnes pour boire leur sang, pour récupérer les organes, faire des rites animistes avec ces choses-là. Et je note dans la PQR, donc dans la presse quotidienne régionale, une augmentation de ce genre de choses. Avant, c'était très disparate. Aujourd'hui, c'est régulier. Régulier, c'est pas tous les jours, hein, mais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on voit ce genre de choses. Mais c'est lié à quoi qu'on arrive à des gens qui adorent Zeus et Héra ou des animistes, c'est encore pire que Zeus et Héra, l'animisme. Je pense que c'est dû à la perte de la raison. On est passé d'un monde qui disait avec Descartes, je pense donc je suis, et aujourd'hui c'est du sentimentalisme. C'est je ressens donc j'existe. Et on le voit bien, la question écologique, elle est abordée à chaque fois sous un angle complètement illogique et irrationnel. L'ordre de la logique, c'est comment est-ce qu'on fait pour moins polluer les eaux, pour avoir un air plus pur, pour créer une énergie abondante et moins polluante. Le nucléaire, il y a le problème des résidus radioactifs. On a des solutions pour les résoudre. Et aujourd'hui, on a complètement quitté le cadre logique. Et je le vois même avec les étudiants. Moi, les étudiants que j'ai sont très bien, donc on peut s'inscrire dans ce cadre-là. Mais j'ai des collègues qui enseignent en école d'ingénieurs, donc des gens qui sont là pour faire des ponts, des routes, et qui me disent on a des gens qui sont superstitieux, qui ne croient plus, c'est pas une croyance, mais les mathématiques, la chimie, la physique, c'est plus un sujet pour eux. On est dans un ordre superstitieux. Et des personnes, des ingénieurs qui pensent que des éoliennes vont faire plus d'énergie qu'une centrale nucléaire. Alors que quelques petits calculs se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Donc le cadre logique, le cadre rationnel est en train de sauter, et même a bien sauté. D'accord. C'est surprenant, effectivement, que même des ingénieurs commencent à bon. Il y a vraiment un problème d'éducation. Et c'est quelque chose que vous voyez surtout en Europe, ou c'est quelque chose qu'on va retrouver aux États-Unis? Vous parliez des États-Unis comme puissance qui allait garder une bonne partie de sa puissance. Aux États-Unis, ce qui est inquiétant... On ne peut pas être puissant et avoir ce genre de mentalité, à mon avis. Hein. Non, c'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que je consacre une grosse partie à l'éducation. D'abord parce que je suis professeur, donc l'éducation, ça me parle particulièrement. Mais il n'y a pas de pays puissant sans éducation qui fonctionne. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas être une grande puissance avec des analphabètes et des illettrés. Ça ne marche pas. Donc, la question éducative est pour moi une question essentielle, et c'est pas uniquement parce que je suis professeur que je dis ça, c'est parce que c'est pas possible d'être un pays puissant sans une école qui fonctionne bien. Un des gros problèmes aux États-Unis, c'est les combats à l'université qui sont extrêmement virulents, avec des professeurs qui sont empêchés d'enseigner, avec une perte du débat intellectuel. Malgré tout, aux États-Unis, on peut encore avoir des universités indépendantes. Donc, même si c'est réduit, on a encore un cadre intellectuel qui existe. En France, c'est plus compliqué. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans les contrats de doctorat, vous êtes un doctorant et vous voulez avoir un contrat doctoral. Vous avez un dossier à remplir. Si vous avez le mot écologie dans votre dossier, vous êtes certain d'avoir votre contrat doctoral. Ça veut dire que tous les mois, vous aurez 1 800 € par mois. Et j'ai des exemples très concrets d'étudiants que j'ai suivis. Là, j'en ai une petite dizaine. Tous ceux où il y avait le terme écologie, même des trucs un peu fictifs et pipeaux, ont eu leur contrat doctoral. Tous les autres, alors qu'il y a des sujets extrêmement sérieux, pointus et très utiles, ne l'ont pas eu. Oui. Donc là, vous réduisez la recherche de manière drastique. Et après, on va dire, bah oui, mais regardez, tout le monde fait des recherches sur l'écologie. Bah oui, parce qu'il n'y a que là où il y a de l'argent. Sinon, vous n'avez pas d'argent. Donc, ça limite considérablement le champ du savoir. Et vous avez un système d'exclusion qui fait qu'il y a toute une partie qui ne peut plus être enseignée, qui ne peut plus être étudiée. Or, le propre de la science, c'est que tout doit pouvoir être remis en question. Même des idiots doivent pouvoir parler en science. Parce que même, on sait bien qu'il n'y a pas de question bête. Même une question bête, ça veut dire, ah ben oui, il se trompe,
mais il m'oblige à approfondir malgré tout ma connaissance. Et donc, grâce à sa question stupide, je vais approfondir ce que je suis en train de développer. Si on interdit le débat, c'est gros problème de l'écologie, on dit il y a consensus, tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, c'est plus de la science. En science, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, même s'ils se trompent et qu'ils racontent n'importe quoi. Parce que ça aide les gens qui ont raison et qui sont dans le vrai, ça les aide à approfondir leur sujet et ça les aide à ne pas s'endormir sur leurs connaissances. Donc il faut qu'il y ait débat, il faut qu'on puisse poser toutes les questions, même les plus stupides. Quand il n'y a pas de questions, quand il n'y a pas de débat, on n'est plus dans un domaine scientifique. On est dans le domaine du mythe, on n'est plus dans le domaine de la logique. D'accord. Et donc vous, pour résumer le monde tel que vous voyez qu'il est en train de se présenter et de se construire, c'est toujours un leadership des États-Unis. La Chine, on ne sait pas trop dans les 20 prochaines années ce que ça va donner. Mais par contre, le contrôle chinois, enfin le contrôle des populations européennes à la chinoise, on s'en approche de plus en plus. Et donc ça, c'est le haut du spectre. Le bas du spectre, c'est des mafias basées plus ou moins sur des croyances religieuses qu'on croyait abandonnées il y a des siècles, qui se constituent, quoi. C'est pas un monde hyper gay, hein. Oui, je suis désolé. Alors, malgré tout, je reste optimiste et je pense que le pire n'est jamais certain. Donc, le but des prévisions, c'est aussi de montrer les problèmes pour qu'on puisse les résoudre. En disant, voilà, et moi j'insiste beaucoup sur la criminalité pour que justement on puisse lutter contre la criminalité et éviter que ça ne prenne trop d'ampleur. Hein, donc c'est comme le médecin, il vous dit là où vous avez un problème. Il ne va pas vous dire la main, ça marche très bien. En revanche, il dit le pied, il est cassé. Bon, donc on va toujours insister sur ce qui est cassé de manière à le réparer. Hein, donc je ne voudrais pas non plus que les gens dépriment complètement. En plus, ce n'est pas du tout mon optique. Hein, moi, je peux dire que je suis optimiste, mais je pense que l'homme a toujours les capacités, malgré tout, de trouver les solutions à ces problèmes. Et puis, on a quand même des ressources intellectuelles, historiques qui sont majeures, hein, donc c'est quand même positif. Mais vous avez raison, si on ne fait rien, on le voit d'ailleurs sur le territoire français, il y a quand même une grande certaines parties du territoire qui échappent à un contrôle de l'État, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Ces systèmes criminels sont en pleine progression. Vous avez des pays qui ont disparu à cause de ça. Le Liban est un pays qui a disparu. Je le regrette parce que j'aime beaucoup le Liban, mais enfin, le pays est rayé de la carte aujourd'hui. Ils ne pourront pas s'en remettre. C'est pas possible. C'est l'histoire, c'est dû à 30 ans d'histoire derrière. Vous avez des pays qui sont complètement aux mains des structures mafieuses. L'Albanie, par exemple, c'est un État mafieux. Le gros problème aujourd'hui auquel on est confronté, c'est la question de la drogue. Les Pays-Bas, la Hollande et la Belgique deviennent de plus en plus des narco-États. La drogue, ça détruit tout. Ça fait que vos jeunes ne vont pas travailler parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent en vendant de la drogue qu'en allant travailler dans un emploi formel. Et donc, ça détruit complètement votre société. Ça, c'est un vrai et grand problème. Et on voit notamment avec le cannabis ou avec les drogues de synthèse, ça détruit la jeunesse, ça corrompt la population, ça c'est un vrai fléau. Oui, je crois que c'est la Hollande, non, où le Premier ministre a été menacé par un cartel de drogue marocain. Oui, comme au Venezuela ou en Colombie. C'est le Premier ministre et la princesse, je crois, sont menacés actuellement par un cartel de drogue marocain en Europe. Non, mais c'est à peine croyable. C'est aussi un des premiers pays à avoir légalisé la consommation de drogue. Il ne fallait pas non plus être grand clair pour se dire que si on ouvre la consommation de drogue, il y aura à terme des problèmes de structures mafieuses. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi une faiblesse intrinsèque à l'Europe et à nos démocraties, c'est d'être des démocraties. C'est-à-dire que il y a 2 siècles, le Maroc aurait menacé un prince européen, on envoyait l'armée au Maroc, c'était réglé. Oui. C'est dégoûtant, mais c'est comme ça. C'était réglé, on parlait plus du problème. Et du coup, on n'aurait jamais eu une mafia marocaine qui serait venue menacer un prince européen parce que ça aurait été sanglant. On n'a plus d'armée. Est-ce que le fait d'être devenu... On ne peut plus le faire. On n'a plus d'armée. Oui, on n'a plus d'armée. Mais non, mais enfin,
est-ce que les démocrates... Alors après, on va croire que je suis un colon, mais pas du tout. C'est pas du tout mon propos. C'est de dire qu'avant, on était une puissance gigantesque, assez peu démocratique, mais gigantesque, qui ne laissait pas ses chefs d'État menacés par des mafias étrangères, et que maintenant, on n'arrive même plus à régler des problèmes comme cela. En fait, le problème que vous soulignez, c'est qu'on a longtemps cru que parce que nous, on voulait la paix et qu'on voulait vivre de manière pacifique, les autres voulaient aussi la paix et voulaient être pacifiques. Or, une des leçons de l'histoire, c'est que le pacifisme, ça conduit toujours à la guerre. Et on a la paix que si on a une armée et une police puissantes et qu'on est capable de montrer les muscles et de temps en temps d'en faire usage, effectivement, et comme ça, on ne nous casse pas les pieds. Alors ça, je pense, ou j'ose espérer que c'est une vertu de la guerre en Ukraine. On s'est rendu compte qu'une armée, ça servait à quelque chose. Or, en Europe, il n'y a que la France qui a une armée à peu près digne de ce nom. Et que le but de l'armée, c'est pas d'envahir les autres, c'est que les autres ne nous envahissent pas. Et ça sert à se protéger, une armée. Et effectivement, sur la question de la criminalité, il y a un irénisme complet. On s'est dit, nous, on est des gens bien élevés et courtois, on va pas attaquer le voisin, donc le voisin ne va pas nous attaquer. Oui, mais le voisin, il a une autre vision des choses, et effectivement, il nous attaque. Et aujourd'hui, en France ou en Europe, la police est débordée, la justice aussi, ça fonctionne plus très bien. Parce que l'État a aussi oublié son rôle premier, qui était d'assurer la sécurité des biens et des populations. On ne demande pas à l'État de sauver la planète. On lui demande de faire en sorte qu'on puisse sortir dans la rue sans se faire agresser. Voilà. Mais ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure. C'est plus facile de dire qu'on va sauver la planète dans 50 ans que de protéger les populations honnêtes qui sont dans la rue. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a pris un très grand retard parce qu'on a projeté sur les autres nos fantasmes et nos idées. Je vous donne un exemple récent. Là, j'étais dans un colloque où j'étais au mois de d'octobre, pardon. Un ambassadeur français, je dirais l'endroit où il est rattaché, qui dit mais désolé, vous vous rendez compte, je discutais avec l'ambassadeur de Jordanie, et il m'a dit que pour lui, le Coran était plus important que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, c'est normal, un Jordanien musulman considère que le Coran, c'est ce qui est le plus important. On peut le regretter, peu importe, c'est pas le sujet. C'est normal, c'est comme ça, c'est sa culture. Et cet ambassadeur était désolé de se rendre compte de ça. Mais quel aveuglement sur l'état du monde de considérer que oui, il y a des populations qui ont d'autres cultures que nous et pour lesquelles les références sont autres. Elles sont, je ne dis pas qu'elles sont meilleures ou pires, elles sont autres. Et en fait, le déclin du monde que je décris, c'est l'incapacité de l'Europe à penser l'autre. On a vu l'autre comme étant un autre soi-même. Les autres sont comme nous. Ils nous sont identiques. Non, les autres ne sont pas comme nous. Ils sont autres, avec d'autres cultures, d'autres référents culturels, d'autres références historiques. Et si on veut échanger avec eux, il faut comprendre leur forme de pensée, leurs références historiques et culturelles, pour pouvoir parler avec eux et avec ces populations. Et ça a été le grand aveuglement des Européens. Et comment on évite alors ce déclin ou cet affaissement qu'on a actuellement? C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas répéter les points essentiels dont on a parlé, mais comment on fait en fait pour redresser la barre et pour ne pas se retrouver demain pris en sandwich entre un État qui surveille tous nos faits et gestes et nous autorise sur la base d'un pass carbone à acheter telle ou telle chose ou à voyager ou à ne pas voyager, et de l'autre côté du spectre par des mafias qui organisent des trafics, etc. Comment on fait pour sortir de ce sandwich en fait et redevenir les États les États qu'on a été oui, moi je suis un nostalgique, donc les États qu'on a été sans colonisation, les États qu'on a été, quoi, des États qui pèsent et qui ont une prospérité et qui avancent dans le monde. Je dirais que le risque, vous l'avez bien montré, et l'autre risque, c'est de tomber par révolte dans une sorte de dictature policière en disant on va lutter contre les mafias et donc serrons la vis au maximum et supprimons toute liberté. Ça, c'est aussi un risque magistral. À mon avis, la solution, elle est dans nos ressources à nous, c'est-à-dire nos ressources historiques.
ce qu'on a été, les modèles qui sont les nôtres, à savoir un État qui fait son travail. Donc, il y a une police qui fonctionne, une armée qui fonctionne pour éviter l'insécurité et l'invasion du territoire, une police qui fait son travail aussi, et donc un État qui est à sa juste place, et une population qui doit être aussi éduquée et sensibilisée à ses responsabilités. C'est-à-dire que le monde sera aussi ce que nous, on en fait. Donc, c'est le but de nos médias, enfin le vôtre et puis pour moi, Conflit, de former aussi les gens en leur disant voilà ce qui existe, voilà quels sont les dangers, voilà quelle est notre culture, voilà ce que l'on veut et voilà ce que l'on ne veut pas. Et à mon avis, l'erreur serait d'attendre tout d'un homme providentiel. En fait, chaque personne peut agir individuellement. Et déjà, si chaque personne agit individuellement, on peut faire pas mal de choses. Donc, être mobilisé pour éviter un passe carbone et faire ce qu'il faut pour le refuser, comme prendre nos libertés là où elles sont. Pendant l'épisode Covid, même pendant le confinement, on pouvait très bien sortir de chez soi. Il y avait des marges de liberté. On peut aussi les prendre, ces marges de liberté, quand elles existent, tout en respectant la loi, si on tient évidemment à respecter ce genre de choses. Mais c'est, à mon avis, davantage un combat personnel où chacun peut réellement faire quelque chose, plutôt que d'attendre une transformation par le haut des structures étatiques ou technocratiques. Si on attend tout du haut, ça ne marchera pas. En fait, chaque personne a la capacité de faire déjà des choses autour d'elle. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. D'accord. Eh bien, écoutez, Jean-Baptiste Noé, merci pour cette interview. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.